Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes. Comment ça va les filles? Super, toi? Bien, toi? Ça va bien, ça va bien. N'oubliez pas de suivre ma page hockeyféminin.ca pour tout voir, mes chroniques, mes textes que j'écris, évidemment, dont ceux sur Sans restriction. J'ai assisté à mon premier entraînement aujourd'hui de la victoire de 2025. Ah, je pensais que tu allais dire que tu t'étais entraîné, Pat. Non, ça fait partie de mes résolutions. OK. Avec aussi d'essayer de moins manger de la chenoute. Fait que j'ai réussi à moins manger de chenoute, mais j'ai pas encore été capable de retourner au gym. Mais... Là, on est le 16 janvier, là. Let's go. Oui, merci. Merci, Mama Kim. Oui, merci. J'essaye. Par contre, oui, c'est ça. Donc, j'ai assisté au premier entraînement de 2025 parce que, bon, on va se l'avouer, là, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé à Montréal, étant donné que l'équipe était sur la route dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest américain. On va en reparler d'ailleurs tantôt. Mais oui, ça fait du bien là, de retrouver un beat un peu plus normal. Par contre, le beat, il y a beaucoup de stop and go. Là. Je vais en reparler dans mon hot take, mais au moins j'étais là aujourd'hui. D'ailleurs, on a parlé, et c'est pas un hot take, là, mais en fait, c'en est peut-être un. Vous savez, j'aime ça, les hot takes. Mais on a demandé à Corey Chevery si elle avait, mettons, une ligne du temps, un timeline sur les différentes blessées. Parce que, bon, oui, on sait que Laura Stacey s'est blessée lors du dernier match. Clairement, là, elle s'est blessée à la jambe gauche. Là. On l'a vu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et hier, quand moi, j'étais pas à l'entraînement hier, mais en fait, là, on est jeudi aujourd'hui, donc mercredi, j'étais pas à l'entraînement, mais mes collègues, mes confrères ont posé la question, à savoir, Laura Stacey, c'était quoi l'état de santé? Et on n'a même pas voulu confirmer du côté de l'équipe si c'était au haut ou au bas du corps. Et là, j'ai comme fait, hey, pour vrai, là, on commence à enculer des mouches, là, quand on n'est même pas capable, quand quelque chose est... Tu sais, tout le monde le sait, n'importe qui suit la victoire sait que Laura Stacey est blessée à la jambe gauche. Et là, on n'est même pas capable de confirmer haut ou bas du corps. Puis moi, j'ai demandé carrément, c'est quoi le timeline pour Laura Stacey, Kennedy Marchment, Dominika Laskova qui était sur la glace aujourd'hui avec un chandail rouge, donc sans contact, Gabrielle David, qui, out of the blue, depuis 2 jours, elle pratique avec un chandail rouge. On ne sait pas pourquoi. Et quand j'ai demandé, est-ce que tu as un timeline pour telle joueuse? Non. Telle autre joueuse? Non. Telle autre joueuse? Non. Ça a été non 4 fois. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est... Je trouve que ça manque de transparence, là. Je trouve ça décevant. Parce que nous, ça ne nous permet pas de faire notre travail comme il faut. Tu ne peux pas me dire où elle est blessée, la joueuse. OK, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Mais si vous nous dites au moins, regarde, on pense la perdre pour 2 à 3 semaines, nous, ça nous permet d'analyser les line-up, d'analyser ce qui va se passer dans les prochains matchs d'une meilleure façon que si on ne sait pas du tout ce qui se passe. Comme là, en ce moment, là, est-ce que Laura Stacey va jouer demain? Vendredi, est-ce qu'elle va jouer dimanche? Est-ce que Gabrielle David peut la remplacer? Sinon, qui va la remplacer? Tu sais, on n'a rien, là. On n'a pas ces informations-là, puis ça me fâche, puis ça me frustre, puis il fallait que je vous partage ça aujourd'hui. C'est fait. Mais peut-être qu'ils n'ont pas l'information. Pas nécessairement au niveau de la blessure, mais au niveau du timeline. En fait, là, écoute, ça se peut, c'est pas impossible, mais qu'il y en ait pour aucune des joueuses. Tu sais? Moi, la réponse que j'aime, la réponse que j'aime le plus, c'est j'ai pas encore eu le temps de parler à l'équipe médicale. Laura Stacey est blessée, puis la coach a pas eu le temps de parler à l'équipe médicale encore. J'ai des gros doutes là-dessus. Ça, c'est comme en fiscalité. Tu dis, c'est-tu mieux de verser un salaire ou un dividende? Ma réponse, c'est ça dépend. Fait que ça semble être la même chose. J'adore comment tu as repris ça. Bon, passons au moment de la semaine. Commençons plutôt avec le moment de la semaine, parce que c'est quand même passé de belles choses dans la dernière semaine. Anso, ton moment de la semaine. Moi, en fait, c'est pas nécessairement des belles choses, mon moment de la semaine, mais je veux parler du méga hors-jeu qui a donné la victoire à New York contre Toronto le 12 janvier. C'était un match extrêmement serré, 0-0. Ça s'en va en prolongation. Et là, on a un hors-jeu qui est pas proche du tout, là.
je sais pas combien de pieds, là, mais on a vu Jesse Eldridge qui était définitivement dans le territoire. La rondelle a traversé la ligne bleue par la suite et ça l'a mené directement à un but. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est que dans les règlements, on peut pas revisiter un but ou challenger un but qui a été fait puis que si on doute qu'il y a un hors-jeu. Là, je me dis, est-ce que la Ligue devrait revisiter ce règlement-là? Parce qu'on se trouve dans une situation où c'est quand même des points qu'on va chercher là, du côté de New York. Toronto a de la difficulté. Si ce but-là n'a pas lieu, est-ce qu'il y a peut-être un différent dénouement? Je ne sais pas. Mais, tu sais, puis je suis d'accord de dire, ouais, mais pour des fois, on se bat pour des pattes de mouche. Sur des millimètres, là, ça va, là, OK? Mais là, dans le cas qu'on a vu, là, puis vous pourrez aller voir là, la vidéo. Là, il y a des photos. Il y a des photos aussi, là. On s'entend que quelqu'un qui n'est même pas qualifié pour être arbitre pourrait avoir appelé le hors-jeu. Puis, tu sais, après ça, je me dis, OK, peut-être que une des raisons, c'est que les amphithéâtres ne sont pas nécessairement bien faites pour avoir les hors-jeux. Tu sais, dans un amphithéâtre comme Minnesota, ben c'est un amphithéâtre de la Ligue nationale. Eux, ils l'ont. On regarde peut-être dans d'autres amphithéâtres qui ont, puis peut-être qu'ils n'ont pas les caméras, mais je me dis, ça, là, pour vrai... Mais non, mais on jouait au Prudential Center, donc c'est un aréna des Devils. Mais c'est pour que ça soit, disons, à travers la Ligue, pour que si des fois, il y a un match qui joue, qui n'est pas dans un amphithéâtre où ils ont les caméras, ben c'est peut-être, je vais dire, à cause de ça, mais je me dis, même à ça, là, à la télé, tu as la caméra de la télé, puis tu es capable de le voir, là, leur jeu, là. Je comprends pas. J'aimerais parler aux arbitres qui étaient sur la glace parce que je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Non, mais t'as 100% raison. Quand j'ai pas vu le match quand ça s'est passé. J'écoutais pas le match au moment où ça s'est passé, mais évidemment, j'ai vu les vidéos. Puis il y a quelqu'un qui a pris genre une photo de... Et tu vois la rondelle, là, elle touche même pas la ligne bleue encore. Elle touche même pas la ligne bleue, puis Eldridge est déjà dans le territoire. Je veux dire, il y a des arbitres qui calent du pee-wee qui auraient vu ce hors-jeu-là. À quel point... Tu sais, puis tu peux pas dire, j'ai pas vu, il y avait beaucoup de monde sur la glace. Là. Écoute, il y a 6 patineurs. Non, mais exactement, tu sais. Non, ça a été... une grossière erreur. J'espère juste maintenant que, ben, comme tu dis, 1, on va changer la réglementation. 2, ben, moi, si je suis la Ligue, je rencontre les arbitres qui sont fautifs là-dessus, puis on a un talk, là. On a une discussion, là, parce que tu peux pas faire mal paraître la Ligue de cette façon-là. Ouais. Parce que là, présentement, là, je te disais, là, c'était qui l'arbitre, là? Tu pourrais pas me le dire, mais tu le sais, mais c'est la Ligue qui paraît mal. Fait que la Ligue, il faut qu'ils prennent mesure envers ses officiels. Voyons, ça n'a pas de sens. Mais tu sais, imagine, là, Toronto est quand même plus bas au classement, mais imagine en fin d'année, là, pour la classification des séries, puis il manque par 1 point, exemple, Toronto. Hey, ça va être... Aïe, la 4. C'est un but en prolongation. Imagine, l'année passée, Montréal-Boston, les 3 matchs en prolongation, puis il y a un but qui se marque de cette manière-là, puis ton équipe est éliminée, là. Hey! Tu montes aux barricades avec des pancartes, là. C'est cocktail Molotov, là, tu comprends? Tu revires la cabane à l'envers. Kim, ton moment de la semaine? Moi, je sors de la LPHF. C'est mon moment de la semaine, c'est la médaille d'or de l'équipe Canada de moins de 18 ans. Fait qu'on a parlé la semaine passée un peu de leur victoire, mais là, on a le su officiellement. Ils ont gagné avec une victoire de 3-0. Fait que c'est le fun parce que c'est une belle relève. On a des bonnes jeunes joueuses de hockey au Canada. Puis on va voir ces jeunes filles-là évoluer au courant des prochaines années sur d'autres plateaux, championnat national et ainsi de suite. Peut-être même les voir aux Olympiques dans quelques années. J'étais tellement... Ben oui, ben absolument. Ça, c'est sûr et certain, on va les voir, là. Mais ils vont aller à l'université avant. On veut qu'à l'université, faire leurs 4 ans, 5 ans, tout dépendant s'ils décident d'aller au Canada ou aux États-Unis. Mais c'est sûr qu'on va les surveiller, puis on va entendre parler d'elles, là, bien sûr, dans les prochaines années. Ben, d'ailleurs, la joueuse que je vous parlais la semaine dernière, la Slovaque,
la Slovaque Luposanova a remporté le titre de la joueuse la plus utile du tournoi. Et puis, j'étais tellement déçu, par contre, pour Marie-Lou Grenier, parce qu'elle a connu un tournoi exceptionnel, elle a eu 2 blanchissages, elle a blanchi les Américaines en finale. Tu le disais, Kim, ça a été 3-0 la marque finale. Et malgré ça, elle n'a pas reçu le titre de gardienne du tournoi par la direction du tournoi qui vote. Puis les journalistes, c'est l'Américaine qui l'a gagné, puis les journalistes ont pris la Tchèque sur leur équipe d'étoiles. J'étais tellement déçu parce que je trouvais qu'elle avait connu un excellent tournoi, puis à partir du moment que tu blanchis probablement tes plus gros adversaires en finale, ben, Colin, ça doit valoir quelque chose. Je me dis juste que peut-être les choix ont été faits. Tu sais, des fois, les choix sont faits avant la fin du match ou même des fois, tu sais, durant la finale ou avant la finale. J'espère que c'est ça parce que sinon, je trouve que c'était vraiment décevant à Marie-Lou Grenier qui a vraiment, tu sais, autant au Québec, on parle que la relève du côté des gardiens de but, tu sais, c'est plus ce que ça a déjà été. Tu sais, on a souvent été une force en hockey masculin avec les brodeurs, Luongo, Roy, Fleury, etc., Potvin et compagnie. Mais là, je trouve qu'on a une belle relève devant le filet au niveau québécois, tu sais, avec Ève Gascon, avec Marie-Lou Grenier, entre autres. Donc, tu le fais bien de le mentionner. Moi, mon moment le plus important, là, Pat, c'est qu'elle a la médaille d'or au cou. C'est le fun d'avoir ces exploits-là, tu sais, personnels, mais tu sais, c'est sûr que ça y a peut-être fait de quoi, mais le plus important, c'est qu'elle a la médaille, ils l'ont gagnée en équipe. Puis on est tellement fiers d'elle, là. Fait que je suis 100% sûr qu'elle, la médaille d'or, est plus importante que n'importe quel autre titre qu'elle aurait pu gagner. C'est juste moi, j'étais comme déçu pour elle qu'elle n'ait pas eu au moins une mention sur une des deux, ben, soit l'équipe ou soit le titre de meilleure gardienne. Moi, mon moment de la semaine, ben, c'est le record d'assistance qu'on a eu du côté de Denver au Ball Arena dimanche dernier, match Minnesota-Montréal, 4-2 Minnesota. D'ailleurs, je vous l'avais dit que Minnesota gagnerait par plus de 5,5 points. Je dis ça de même. Et puis, bravo, Pat, bravo. Yeah, merci. Et puis, non, c'est ça, ça a été un record 14 018 fans qui étaient présents au Ball Arena. Ça a battu le record de 13 736 qu'on avait établi au Little Caesars Arena l'an dernier à Détroit pour un match entre Boston et Ottawa. C'est un record d'assistance pour les États-Unis, bien entendu. Donc, vraiment, ce voyage dans l'Ouest-là a été fructueux à ce niveau-là. 14 018 à Denver, 12 608 à Seattle, 19 038 à Vancouver. Tu sais, c'est sûr que pour les joueuses, là, vous le savez, là, c'est toujours plus le fun jouer dans un aréna plein, surtout un aréna de type de Ligue nationale. Il y avait, je pense, hier, là, c'était-tu mercredi à New York, il y avait 1736 personnes, je pense. Ça doit être difficile, ça, à New York, là. Ça doit tellement être dur, puis comparé à des foules comme ça, ben c'est sûr que ce voyage-là doit être considéré comme un succès. Puis je voulais le mentionner. Mais oui, Kim, t'aurais... Tu sais, Anso, l'an passé, là, vous avez joué des matchs à New York ou au Connecticut où il n'y avait pas grand monde. Là, ça devait rappeler les vieilles années de la CWHL. Là. Mais le pire, c'est que tu joues dans un amphithéâtre qui est immense. Tu sais, des fois, d'avoir 1500 personnes dans un amphithéâtre qui en accueille 2000, 3000, ça paraît moins pire que là, dans un amphithéâtre qui a 20 000 places de disponibles puis tu as juste 1500 personnes. Crime, tu fais des passes puis on dirait que t'entends l'écho là, tellement que c'est vide. Ouais. Fait que c'est sûr que oui, c'est pas l'idéal. Va falloir probablement qu'ils reconsidèrent ça ou je sais pas parce que est-ce que New York va changer d'endroit? Est-ce que parce qu'il ne rapporte pas beaucoup là, non plus à la Ligue. Là. C'est un match de semaine. C'est un match de semaine. On sait que c'est même plus les difficile week-ends, la semaine. Il y avait 3000 quelques personnes. Le match là, Toronto-New York qu'on a parlé tantôt avec le but en prolongation, il y avait 3258. C'est quand même pas beaucoup. Mais pour New York, est-ce qu'on va réussir vraiment à faire mieux? T'sais, c'est un gros marché avec bien du stock. Il y a bien des équipes sportives. Est-ce qu'on va vraiment réussir à faire mieux? Je suis sûr que les attentes ne sont pas les mêmes pour New York. T'sais, pour moi, 3000 à Boston, c'est encore plus décevant qu'à New York, si je peux faire le comparatif.
Mais tu sais, moi, je pense qu'il va falloir qu'ils pensent à ça, par exemple, dans les années à venir, là, si ça reste tout le temps un niveau de... Tu sais, parce qu'au niveau des dépenses, là, ça doit quand même... Je sais pas combien ça coûte ouvrir un aréna de la Ligue nationale, là, mais les coûts sont les mêmes. Là. Ouais. Oui, que tu attires 1 Mané, 700 ou 15 000, ça te coûte la même chose louer l'aréna. c'est ça. Puis là, ben, c'est pas, tu sais, 3 000, ça fait mal. Fait que, tu sais, au niveau de la Ligue, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont déménager? Tu sais, ça sera-tu... il va y avoir des équipes d'expansion. Est-ce que New York va déménager? Est-ce que Boston vont déménager pour être dans des lieux où, justement, ils ont fait des tournées qui ont vu qu'il y avait de l'engouement? Est-ce que ça vaudrait la peine de changer ces villes-là pour des marchés qui sont plus réceptifs? Ben, c'est une bonne question. C'est une question que je ne m'étais même pas posée parce que dans ma tête, tu peux pas t'en aller du marché de New York si tu veux être crédible comme ligue, parce que toutes les ligues sportives ont un marché à New York. Puis tu sais, mais en même temps, à un moment donné, si ça attire pas, ça attire pas, puis il faut que tu prennes des décisions comme administrateur, tu sais. J'ai hâte de voir Boston, là. Boston va finir par rejouer à domicile, là. Ça fait 2 mois, là, je pense qu'ils sont partis, là. À un moment donné, ils vont revenir, là. Ils vont revenir. Ils vont accumuler des points, là, dans les avions, puis... Le 22 janvier, Toronto joue à Boston. Fait qu'ils reviennent en semaine en plus. Rien pour les aider, parce que même à Montréal ou à Laval, c'est plus difficile. Donc, j'ai bien hâte de voir là, combien on va attirer quand on va revenir là, au Tsonga Center. Boston, par contre, ils ont une solution. Boston pourrait s'en venir, parce que là, ils jouent présentement à Lowell. Ils pourraient s'en venir à Boston même et voir si ça fait une différence au niveau des assistances. Passons maintenant à la joueuse de la semaine. Kim, ta joueuse de la semaine. Ben moi, ça va être... je vais revenir par rapport à ce qu'Anso a dit par rapport au hors-jeu. Fait que moi, ma joueuse de la semaine, c'est Jessie Eldridge parce qu'elle a donné la victoire 2 fois à son équipe, une fois en prolongation avec le hors-jeu qu'Anso nous a parlé. Et ensuite, de mémoire, c'est hier, avant-hier, elle a donné la victoire encore une fois en tir de barrage. Donc pour moi, cette semaine, c'est ma joueuse de la semaine. Oui, elle est sur une bonne séquence, Jessie Eldridge. Hier, oui, c'est ça, hier, elle a marqué 2 fois, en fait, hier, mercredi. C'est ça, c'est hier. Elle a marqué 2 fois. Elle a marqué 2 fois en tir de barrage. Oui, parce qu'ils pouvaient en envoyer, tu sais, c'est avec la règle là, qu'ils peuvent en envoyer plus qu'une fois la même personne. Là. Exactement. Ils sont rendus à combien? À 6-7 lancés? Oui, 6 ou 7 hier. Il y en a eu beaucoup. Puis tu vois, là, elle est déjà rendue la 5e meilleure pointeuse là, de la Ligue. Sarah Fillier domine avec 11 points. Alex Carpenter en a 10 à égalité avec Cone Schofield puis Claire Thompson. Puis ensuite, tu as Jessie Eldridge à 9 à égalité avec Taylor Icey. Donc, c'est les New York, c'est ça, New York, Minnesota ont les 6 premières places des marqueuses, pas trompant. Donc, c'est là qu'il se marque beaucoup de buts. Et je fais une parenthèse, là, Marie-Philippe Poulin est rendue la meilleure pointeuse plutôt de la victoire, et elle est présentement au 15e rang dans la Ligue. C'est fou. Donc, pareil, hein? On en a parlé la semaine passée, là, je ne reviendrai pas, mais c'est fou pareil. Donc, Jessie Eldridge, très bon choix. Anso, de ton côté, ta joueuse de la semaine? Moi, je vais y aller avec la défense Sydney Morin. Qui a quand même marqué 2 buts. Un but, c'était le 11 janvier. Elle a marqué un but dans la période de temps réglementaire. Ils sont allés en prolongation et elle a marqué à nouveau. Donc, elle a réussi à marquer 2 buts, puis ça a fini 2-1. C'est quand même surprenant. Puis je lisais son histoire, puis je trouvais ça quand même le fun parce que elle a été aux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Puis elle avait été coupée, en fait, en 2017, puis finalement, elle était un peu déçue. C'était son rêve d'aller aux Olympiques comme la majorité des filles qui grandissent, qui veulent jouer au hockey. Et là, elle avait eu un appel, en fait, un courriel de la directrice générale, soi-disant de la rappeler rapidement. De Team USA, c'est une Américaine. De Team USA, exactement. Puis là, elle les a rappelés, puis elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, ils ont dit, on aimerait ça t'inviter. Est-ce que tu veux revenir? Finalement, elle avait appelé son père, elle a dit, papa, qu'est-ce que je fais? Puis son père, il a dit, non, tu y vas, là. Il disait, ses parents, rien n'arrive pour rien. Puis, moi, je crois fortement à ça, ce slogan-là. Et là, elle a dit,
le moment qu'ils ont appelé mon nom, Sydney Morin, pour faire l'équipe, elle dit ce moment-là était inoubliable. Puis je trouve ça vraiment une belle histoire de persévérance, tu sais, puis d'être à la bonne place au bon moment, puis d'être ouvert à tu sais, même si elle a vécu un échec, tu sais, elle n'a pas arrêté, elle est allée jouer en Europe, elle a joué avec Modo, puis justement, elle était avec une de ses amies, Laura Stadler, qui, elle, était avec l'équipe de Suisse. Puis là, elle a dit, crime, ça serait quand même cool qu'on vit les Olympiques en même temps, chose qui est arrivée. Puis elle a gagné la médaille d'or à ces Jeux-là. Donc, je trouvais que c'était une belle aparté là, de mentionner un peu son parcours. Puis, je pense que c'est pas quelqu'un qu'on connaît énormément, mais ses parents viennent de Chicoutimi, puis ils ont déménagé au Minnesota. Puis une chose qui est quand même intéressante, c'est qu'elle avait fait le camp d'entraînement au Minnesota. Il avait offert, je pense, un contrat, elle n'était pas satisfaite, puis elle est allée essayer à Boston, puis finalement, elle s'est taillée une place avec l'équipe de Boston. Elle a joué énormément avec l'équipe de Minnesota dans la PHF avant. Oui, vous avez joué contre, là. Vous avez joué contre avec la Force. Puis là, maintenant, elle évolue avec Boston. Donc, son parcours est un peu atypique. Puis, je voulais lui la saluer. Je pense pas qu'elle va écouter notre podcast, mais si un jour elle l'écoute, ben, ça sera ça. Mais peut-être sa famille au Saguenay vont l'écouter. Tu vois, je ne savais pas qu'elle avait des origines québécoises, ce qui me fait rire parce que le Minnesota a déjà appartenu à la Nouvelle-France, en fait. C'est un territoire français, le Minnesota, avant que ça devienne un territoire, bien sûr, britannique et par la suite américain. Bon, ma petite minute tu nous apprends de quoi? Oui. Wow! C'est pour ça qu'il y a beaucoup, quand on va au Minnesota, il y a beaucoup de noms de villes à connotation francophone également. L'Illinois, c'est un autre État américain qui a déjà appartenu à la Nouvelle-France aussi. Bref. Il n'était pas trop payant, lui, ce terrain-là, au Monopoly, Illinois. Illinois, non, c'est pas si pire, c'est d'un rouge. Il coûte pas trop cher, mais quand tu tombes dessus... Là, la promenade puis du parc, là. Oui, mais là, c'est sûr, il y en a juste deux. Là. J'ai joué au Monopoly dans le temps des fêtes pour la première fois depuis des années. J'ai gagné. Mais... Bravo. T'as joué contre qui, les enfants? Bon... Ça y est. Ça, c'est méchant. Oui, merci, Mama Kim. Oh. C'est juste revenir sur Sydney Morin. L'an passé, 1 but, 3 passes, 4 points en 24 matchs. Cette année, elle a déjà 2 buts, 1 passe, 3 points en 10 matchs. Donc, ça va... Ça va dépasser ça. Ça va mieux pour elle au niveau statistique, à tout le moins. Donc, bon choix. Moi, j'y vais avec Corinne Schroeder, la gardienne de but à New York, qui, comme on l'a dit, bon, on y revient souvent à ce match-là de 1-0 contre Toronto. Mais elle a blanchi Toronto, qui a quand même, je comprends, Toronto est dans les bas-fonds du classement, mais en même temps, ils ont d'excellentes joueuses dans l'équipe. Elle les a blanchis 28 tirs. Et contre Minnesota, elle a également arrêté 28 des 30 tirs dirigés vers elle. Puis en tir de barrage, ben, elle en a laissé rentrer 2 sur 7. Bon, on cherchait, là, j'avais la statistique. Je pensais pas, c'est 7 tours au tir de barrage qu'il y a eu. Ben, elle en a arrêté, 5 sur 7. Elle a laissé rentrer juste 2 buts. Ce qui a également permis, oui, les buts de Jesse Eldridge, mais ça a également permis, le jeu de Schroeder a permis à son équipe aussi de gagner. Donc, on en parlait. Puis je pense qu'il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, qui nous a tagué là-dessus pour dire, avec les performances que Schroeder est en train de faire, ben c'est vrai qu'il faudrait peut-être penser à y donner une vraie chance avec Équipe Canada parce que ben, elle prouve en ce moment qu'elle est excellente, puis je pense qu'elle mérite vraiment. Là, si on regarde, là, c'est 1,86 sa moyenne de buts alloués. C'est la meilleure de la Ligue. Elle est la seule gardienne avec 6 victoires, puis elle domine également avec son pourcentage d'arrêt à 934, devançant là, Mashmeyer qui a 933. Donc, elle a eu 2 blanchissages de suite, non? Pas de blanchissage deux blanchissages de suite? Ah, peut-être avec l'autre match qui avait eu lieu. Parce que je pense que. Ben là, elle n'a pas eu le blanchissage mercredi. Là. Hier, elle n'a pas l'autre d'avant. blanchi. Non, l'autre d'avant. Ah, l'autre d'avant. Il me semble qu'elle a eu ça finit 1-0. C'est l'autre game d'avant. Contre Ottawa, c'est pas elle qui gaulait, c'était Cale. C'était Osborne. Et l'autre match d'avant, c'était le 5-0 contre Minnesota. Effectivement. C'était le 5-0 contre Minnesota. Donc, tu sais, elle a blanchi Minnesota, elle a blanchi Toronto. Elle a rebattu Minnesota hier. Elle domine partout, dans toutes les catégories statistiques pour les gardiennes. C'est la seule à avoir 2 blanchissages, je pense, où il y a peut-être... oui, c'est la seule, hein, c'est ça? C'est la seule. Ouais.
Donc, tu sais, c'est toute une saison qu'elle a, Schroeder. Et puis, espérons que ça continue ainsi. Puis espérons que peut-être pour les championnats mondiaux d'avril, on va peut-être cogner à sa porte, là. Tu sais, parce que cette année, Kristen Campbell, Soupy, là, ça se donne pas là, de son côté. Donc, c'est plus dur. J'y souhaite parce qu'elle le mérite, là. Elle est vraiment solide devant le filet. Oui, absolument. On va y aller maintenant avec les hot takes de la semaine. Je vais débuter parce que je vais vous parler du calendrier de la victoire de Montréal qui, à mon avis, aide pas en ce moment l'intérêt pour le hockey féminin, l'intérêt pour la Ligue, puis l'intérêt pour l'équipe également ici. Si on regarde le calendrier, là, on en a parlé à quelques reprises déjà dans le podcast. La saison a commencé le 30 novembre. On était déjà dans une pause internationale moins de 10 jours après. Donc, il y a eu là, une pause où l'équipe n'a pas joué pendant 15 jours, là, entre le 6 décembre et le 21 décembre. On était revenu avant, mais la victoire, selon le calendrier, je pense que la Ligue a commencé le mardi, la victoire jouait juste le samedi. Donc, il y a eu une pause de 15 jours sans match. Ensuite, on joue à Montréal, on joue à Laval le 30 décembre. Et là, à cause du voyage dans l'Ouest américain et canadien, on revient juste à Laval le 17 janvier. Donc, c'est quand même 2-3 semaines plus tard, 2 semaines et demie plus tard. Il y a eu la pause également de Noël à travers tout ça, où on n'a pas joué pendant une semaine. Et là, on revient. On joue à Laval vendredi. On joue à Québec dimanche. Et ensuite, c'est la semaine de congé parce que chaque équipe a une semaine de congé dans l'année. Et là, on tombe dans la semaine de congé. Il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de game. Et on rejoue seulement le 29 janvier. Et là, on joue 3 matchs en 5 jours. 29 janvier, 30 janvier à la Place Belle. Et ensuite, 2 février à New York. Et ensuite, c'est une autre pause internationale pour la série de la rivalité. Et on recommence le 15 février du côté de la victoire, un autre arrêt de 13 jours. Et là, je fais comme, je regarde ça, puis c'est continuellement, puis je vais utiliser une expression que vous avez bien connue dans les entraînements, c'est du stop and go. C'est juste du stop and go. On commence, on a un petit peu de momentum, whoop, il y a une pause internationale, il y a la semaine de congé, il y a Noël, on s'en va dans l'Ouest. Il y a toujours quelque chose, on dirait, qui arrive dans les 2-3 premiers mois. Ça va se stabiliser plus tard en février puis en mars, là. On est plus souvent à domicile, on joue plus régulièrement et tout ça. Je le comprends. Mais je trouve que, puis je le ressens, il y a comme, on dirait, moins d'intérêt. L'intérêt est dur à prendre. Puis je pense que c'est dû au calendrier de la victoire qui est vraiment pas évident puis qui est vraiment pas bénéfique pour l'équipe, je trouve, en ce début de saison. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Vas-y, Anne. En fait, moi aussi, je suis d'accord. Puis on en a parlé plus tôt cette année dans notre podcast qu'il va falloir qu'éventuellement qu'ils enlèvent ça, les séries, puis les peu importe. Là, il pourra en avoir un championnat, mais plus tard, à la fin de l'année. Mais ça n'a pas d'allure qu'on joue. Même en tant que joueuse, c'est difficile parce que t'es comme jamais, t'es à la maison, mais pas vraiment à la maison. Tu viens pour des pratiques, tu retournes. Puis là, vu qu'il y a eu les matchs aussi en terrain neutre, ça l'aide pas non plus parce que j'imagine qu'on en aurait eu à la maison, là, ça aurait peut-être aidé. Mais aussi en tant que partisan, nous, on a des billets de saison, puis je me souviens pas la dernière fois que j'étais allée, c'était en décembre, là, fin décembre. C'était l'année passée. C'est ça, ça fait longtemps. Mais, même en tant que partisan, je suis comme, j'ai hâte au match de demain, vendredi, pour retourner à la Place Belle puis vivre, les émotions, vivre le match. Mais c'est vrai que puis ça doit être aussi difficile pour les joueuses, là. T'es à la maison, tu retournes sur la route, tu reviens à la maison pour des pratiques, là, t'as une semaine de congé qui, oui, est obligatoire dans la Ligue. Mais comme tu dis, c'est long avant qu'on revienne à la maison, là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour le futur aussi, pour l'année prochaine, est-ce qu'on va s'adapter par rapport à ça à l'horreur? Je pense qu'il faudrait qu'ils partent la saison quand même plus tôt. On a parti l'année passée en janvier la saison. Cette année, elle a commencé, le camp d'entraînement est au mois de novembre, la saison officiellement, fin novembre, début décembre. Si on est capable de devancer peut-être en octobre, peut-être que justement ces pauses-là, ça serait moins, lourd parce que la saison est quand même condensée. Donc là, on a des grosses pauses, comme tu dis, Pat. Puis là, on doit se dépêcher à jouer plusieurs matchs en peu de jours.
Fait que c'est peut-être pas l'idéal au niveau de la structure de l'horaire. Donc, comme tu dis, Kim, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un ajustement. Puis, tu sais, de regarder toutes les séries rivalités, les pauses internationales. Pat t'en parlait dans un autre épisode. Il va falloir qu'il y ait des choix qui se fassent. Tu sais, on veut-tu développer le hockey international ou on veut développer la Ligue nationale qui est la PWHL? LPHL. Ben, 100%. Puis, tu sais, c'est pas évident pour personne. C'est pas évident pour les fans. C'est pas évident pour les médias non plus d'essayer, tu sais, de gagner de l'intérêt. Tu sais, les médias, oui, Montréal est super bien couvert, probablement l'équipe la mieux couverte de la Ligue, mais c'est pas évident pour nous non plus qu'on couvre ça. Ben, tu sais, comme là, oui, il y a 2 matchs en fin de semaine, puis le match à Québec, il est attendu. Puis c'est cool, puis il va y avoir 18 000 personnes, ça va battre les records d'assistance du Centre Vidéotron. Mais après ça, ben on est 10 jours sans avoir de match. Pas juste à Laval, là. Et 10 jours sans rien, pas de pratique, rien. Donc, tu sais, l'équipe va être en pause, les médias vont être en pause aussi. Fait que t'en entends pas parler pendant ce temps-là, tu sais. Et là, ben, c'est là que tu reviens, condensé, puis tu repars pour 13 jours, tu sais, c'est comme tabarnouche. Puis en plus, aidez-nous. Vous posez des questions, vous n'avez pas de réponse. En plus, on pose des questions, puis on n'a pas de réponse. Ah, on va leur donner du temps pour répondre. Ils vont y penser. Ben là, tu sais, c'est sûr qu'après toutes ces pauses-là, il y a des blessés qui vont être prêts à revenir, jamais je croirais. Fait qu'ils n'auront plus besoin de répondre aux questions. Ils vont être revenus. Hey! C'est bon. Anso, ton hot take. Ben, un peu quand même sur cette lignée-là, parlant de blessés. Moi, ce que là, j'en avais déjà glissé un mot quand New York avait déjà tout épuisé leurs joueurs de réserve. Maintenant, c'est au tour à Ottawa, là, qui ont joué un match contre Boston le 11 janvier à 11 attaquants. Puis là, on se retrouve là que il y avait quand même tous les réservistes là, qui ont signé. Là, c'est Adolphson, Sam Isbell, Taylor House. Parce que Mazrova, Jinsey Rose, Salvolainen, Mixier puis Vasco qui est revenu. Là. Mais ça fait beaucoup de blessés. Mm-hmm. Donc là, on se retrouve dans une ligue professionnelle que tu joues seulement avec 11 attaquants, pas par choix, mais parce que tu n'as plus de joueurs de disponibles. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il faut vraiment qu'ils repensent cette structure-là. J'en ai mentionné au départ, de se dire, peut-être, au lieu, là, on parlait beaucoup d'équipes d'expansion, au lieu d'aller chercher 2 équipes d'expansion, peut-être faire une équipe d'expansion, mais ouvrir l'alignement avec peut-être plus de joueurs qui sont signés, que là, en plus des joueurs de réserve, ben, au moins, tu as un petit backup immédiat, là. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il va falloir que peut-être la Ligue ou les équipes commencent à aller chercher peut-être des joueurs ou des nouvelles réservistes parce que là, il n'y en a plus. Puis là, tu as seulement 2 fois des contrats de 10 jours que tu peux admettre à un joueur de réserve. Donc, une fois que ces contrats-là sont échus, puis avec les pauses que tu dis, bien, si tu signes un joueur, puis là, finalement, il arrive dans la pause. Là, non, mais la pause, de ce que je me souviens de l'an dernier, les pauses comptent pas dans le 10 jours. Non, bon. Exact. Au moins ça. Au moins. Le point reste quand même que on est dans une ligue qui est un peu plus physique. On l'a vu. On voit qu'il y a des blessés de plus en plus. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, le hot take de... Tu sais, on en parle, puis c'est pas la première fois qu'on en parle, puis je pense pas que ça va être la dernière. Donc, j'espère que la Ligue va faire quelque chose pour aider cette situation-là. Puis tu parles d'Ottawa, mais regarde, juste à Montréal en ce moment, il y a 15 attaquantes sous contrat. Puis présentement, ben, tu as Laura Stacey qui est blessée, on ne sait pas pour combien de temps. Tu as Kennedy Marchment, évidemment, qui est sur la liste de blessés à long terme. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, puis on ne sait pas où. Ben, en fait, c'est ça, on ne sait pas où. Techniquement, on ne sait pas où, on ne nous le dit pas. On le voit, mais on ne nous le dit pas. Et puis, tu as Gab David qui jouait avec un chandail rouge à l'UC aujourd'hui, qui pratiquait avec un chandail rouge. Donc, il y a 3 attaquantes qui sont pas là, on ne sait pas pour combien de temps, mais ça laisse croire que pour le match de vendredi, on va avoir 12 attaquantes seulement. Donc là, on n'a plus de réserve, on n'a plus de joueuses de réserve. Fait que tu es à une blessée près d'être dans la merde là, en ce moment. Puis d'être obligé soit d'aller chercher une joueuse de réserve dans une autre équipe, mais en même temps, si c'est ça,
ben ça enlève une joueuse de réserve à cette équipe-là. Fait que tu déplaces le problème. La Ligue a quand même ce problème-là. Puis, ben c'est ça qui arrive, hein? C'est que là, les filles qui n'ont pas été prises au camp d'entraînement, ben eux autres sont partis en Europe. Exact. Fait que là, ils ont des contrats en Europe. Tu sais, une Audrey-Anne Veillette, si on parle de Québécoise, une Rosalie Bégin-Cyr, ben ils sont en Europe, donc ne peuvent pas venir jouer ici parce que... Je sais pas, est-ce qu'ils pouvaient mettre des clauses dans leur contrat pour dire que si jamais la LPHF les rappelle, ils peuvent revenir? Je pense... Ben écoute, tout se négocie dans la vie. Je serais très surpris que les équipes d'Europe aient accepté ça parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben écoute, tu sais, on te paye nous aussi, tu viens jouer pour nous, t'es là ou t'es pas là, tu sais, tu peux pas juste être assis juste une fesse sur la chaise, tu sais, donc et éventuellement, leur saison va se terminer. Donc, je comprends que pour, peut-être avant la date limite des transactions, comme l'an dernier, ben, on avait signé Liliane Perrault à Montréal, rappelez-vous, qui arrivait justement de sa saison en Suède. Mais pour l'instant, ça demeure un problème. Puis on est juste au mois de janvier, là. On est loin du mois de mars encore. La saison n'est pas finie en Europe. Puis ici, en Amérique du Nord, ben, il n'y a rien d'autre. C'est tu joues en Europe, tu joues dans la LPHF ou tu joues pas en ce moment. Tu joues dans les ligues de garage, tu sais. Comme moi. Je savais pas que tu jouais dans une ligue de garage. Mais le son tournoi, là, bientôt, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Dans une semaine. Mais il y en a qui doivent... Ils vont te signer, Kim. Powerplay, la vadinette. Non, mais attends. Là, tu sais, j'écoutais Sam Isbell, elle a fait un... Comment t'appelles ça, là? Un podcast, émission, pas une émission, sur YouTube, là, tu sais, un vlog. Une séance, un blog, exact. Puis, elle parlait de, c'est ça, tu sais, je savais l'information, mais les réservistes, en fait, tu peux aller les chercher dans n'importe quelle équipe, en gros. Oui. Fait que, tu sais, si Montréal, le matin, ils n'ont plus, ou comme exemple, Ottawa, New York, ils n'ont plus, ben, ils peuvent venir piger dans les réservistes de Boston ou vice-versa. Mais attends une minute, il faut que tu offres à la joueuse un contrat standard, un contrat régulier pour aller la chercher. OK, tu peux pas juste aller la chercher comme réserviste, non. OK, il parfait. faut que tu lui fasses signer un contrat régulier pour aller les chercher dans une autre équipe. Exact. Okay. Mais après ça, comme il a dit, Pat, le problème, il fait juste se déplacer. Mettons, tu assignes un contrat standard, ben la fille est plus sur la liste de réserve à l'autre équipe. Non, je comprends. Non, je comprends. Si l'autre équipe a des blessés, ben là, c'est cette équipe-là qui est mal prise. Donc, c'est vraiment quelque chose que la Ligue doit regarder. Puis j'aime ton idée, Anso, de dire, ben peut-être en amener juste une équipe de l'expansion, puis permettre aux équipes d'avoir plus de joueuses sous contrat, enlever les maudits contrats de 10 jours, puis que, tu sais, avoir... Mais en même temps, bon... Je regarde ça d'un point de vue strictement business. C'est une équipe de moins qui attire pour attirer des fans payants dans les arénas. Et là, ben, on demande à la Ligue de dépenser encore plus d'argent parce qu'on veut plus de joueuses sous contrat puis plus de joueuses par équipe. Fait que d'un point de vue de la Ligue, ils vont regarder ça, ils vont dire, ben, nous, on veut commencer à rattraper notre argent. Donc, nous, ça marche pas, ça. Ben, ça marche pas, mais peut-être de reconsidérer, les villes comme New York puis Boston qui génèrent pas de revenus. Ben, c'est des choix après là, à prendre, là, business-wise. Puis je comprends que, pour être, comme tu l'as dit, là, pour avoir un nom, il faut que tu aies une équipe à New York. Mais crime, si t'es pas capable d'aller chercher plus que 3 000, 5 000 personnes régulièrement, c'est les autres équipes qu'il faut qu'ils ramassent l'argent pour eux autres, là. 100%. Il y a une partie de ce que Montréal et Toronto vont chercher en revenus qui s'en va, qui remplit New York. Là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je me faisais juste l'avocat du diable, là, évidemment. Là, je suis 100% d'accord avec ta perception des choses. Mais d'un point de vue de la Ligue, j'imagine qu'il le voit comme ça. Kim, ton hot take à toi. Moi, mon hot take, c'est un peu un mix avec qu'est-ce qu'Ansa l'a dit, puis aussi Pat t'a dit plus tôt. On a vu que Denver voulait une équipe pour une équipe d'expansion. Puis on parlait de 2 équipes, mais moi, j'ai plus l'impression que ça va être une équipe. L'équipe doit être au Canada et je crois qu'elle doit être à Québec parce que Québec va battre encore le record des partisans. Fait que j'ai l'impression que une équipe à Québec, on se tromperait pas. On va aller chercher des partisans de plus bas du Québec, là, qu'on parle de Rivière-du-Loup, La Pocatière, même les gens du Nouveau-Brunswick, ils vont venir encourager ces filles-là une fois de temps en temps pour des matchs.
Puis ça ferait une belle rivalité entre Québec et Montréal. Fait que on peut déjà commencer à trouver des noms pour l'équipe de Québec. J'ai l'impression qu'il y a l'équipe qui s'en va de l'année prochaine. Ouais. J'adore ton enthousiasme. À la limite, je le partage parce que moi aussi, je pense qu'une équipe à Québec devrait être là juste pour la rivalité Montréal-Québec. Mais de ce que j'entends de mon côté, je pense pas que ça va se faire. Non, je sais, mais on peut y croire, tu sais. C'est peut-être pas la Ligue le problème. Je peux pas donner plus de détails que ça, là, mais c'est peut-être pas la Ligue le problème. Parle pas, on pose des questions, il nous répond pas. Vous avez posé aucune question. Aucune question. C'est pas nécessairement la Ligue le problème, en partie, mais pas à 100%. Bref, de ce que j'entends, je suis pas sûr que ça va se faire. J'aimerais ça. Je pense que c'est le meilleur marché à aller chercher au Canada en ce moment. Mais j'ai de gros doutes que ça va se faire. Maintenant, il y a Jenna Efford qui a dit on a vraiment regardé ce qui s'est passé à Vancouver puis à Seattle, puis on pensait pas expansionner vers l'Ouest tout de suite, mais là, on a vraiment pris note de ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'en bout de ligne, ils vont précipiter une expansion sur la côte Ouest parce que justement, t'as Vancouver et Seattle, ça a bien marché. Il y a Denver, je pense, qui veut aussi une équipe, mais Denver, ça, j'y crois moins, là, marcher à Denver. Là, c'est bien beau une fois, mais présentement, c'est proche de Minnesota, puis c'est à peu près tout. Tu sais? Fait que j'ai pas de. Je serais bien surpris que ce soit Denver. Là. Moi, je pense que Détroit va être le choix aux États-Unis. Là. Surtout que l'an dernier, on a quand même établi un record. Je pense que c'est pas loin de Toronto. Ça demeure sur la côte Est. Je pense que Détroit, je serais bien surpris qu'on n'aille pas Détroit en bout de ligne. Maintenant, l'autre équipe, ben, tu sais, à moins qu'on aille vraiment sur la solution côte Ouest puis qu'on fasse Vancouver, Seattle d'un coup. Mais la journée. C'est sûr que la journée qu'on va aller sur la côte ouest, c'est Vancouver-Seattle d'une shot. Là. Tu vas vouloir créer cette rivalité-là. Tu vas vouloir, tu sais, les équipes vont pouvoir faire, tu sais, ils vont s'en aller dans l'ouest pour 2 parties avant de revenir. Tu sais, ça ne sera pas des voyages perdus. Mais Québec, j'aimerais ça. C'est sûr que j'aimerais ça, par contre. Puis on n'est pas les seuls, puis ils vont être 18 000 à le dire. Ils vont être 18 000 à le dire dimanche. Êtes-vous là dimanche, d'ailleurs? Non. Mais, toi, tu y vas. Oui, moi, je vais être là. Je suis curieux de savoir, dans vos billets de saison, est-ce que le match était inclus ou il venait à part? Non, mais de mémoire, j'ai eu un courriel pour... je sais pas s'il fallait... Je pense qu'il fallait que j'y paye. Mais c'est trop compliqué avec la petite là, de se déplacer pour aller à Québec pour un match. Mais j'ai comme laissé faire le courriel, j'ai même pas répondu. Là. C'est ça. T'aurais comme une place de réserver, mais faudrait que tu payes. J'aurais eu comme prix. J'aurais eu prioritaire, c'est ça exactement, avant qu'il y ait eu la vente de billets officiels. Là. Okay. Mais je ne l'ai pas pris. Parfait, je comprends. On va y aller de nos prédictions. Puis, ben, qui dit prédiction dit résultat de prédiction également. Donc, on va vous donner où on est rendu parce que je veux pas me vanter, mais j'ai eu une maudite bonne semaine la semaine passée. Ben ouais. La victoire de Minnesota t'a aidé, là. Minnesota et le nombre de buts que j'avais eu également. J'avais dit que c'était pour être plus et non pas moins. J'essaie de retrouver les résultats ici. Je les ai pas loin. Donnez-moi un petit instant. Donc, je sais en fait que j'ai rejoint Anso au premier rang. Je l'ai ici. Donc, moi et Anso, on a 9 bonnes prédictions sur 18 pour 50%. Fait que ça, c'est bon. On a 50% de saut. Kim, par contre, commence à nous rattraper. Elle a 39%, mais elle a 7 bonnes prédictions sur 18. Elle est à 2 prédictions de nous. Quand même pas loin. Mais là, on en ajoute 3 cette semaine. Donc, on va commencer avec le match de vendredi. Montréal-Minnesota. Donc, le premier match à la Place Belle depuis le 30 décembre. Montréal-Minnesota, un match qui va être important. J'allais dire un match de 4 points, puis c'est vraiment ça, parce que Montréal, présentement, est 2e au classement, 17 points.
Derrière Minnesota, qui en a 20, donc 3 points derrière, mais Montréal a 2 matchs en main. Donc, c'est un match de 4 points, c'est un match de 6 points, en fait, dans la LPHF, parce qu'une victoire en temps réglementaire, c'est 3 points. Donc, si Montréal bat Minnesota, ben, on a encore 2 matchs en main et on est au même nombre de points que le Frost si ça se fait en temps réglementaire. Donc, match très, très grande importance. Over-under 5,5 buts. Est-ce qu'il va se marquer plus ou moins de 5,5 buts, Anso? Moi, j'y vais avec moins. Je pense que les équipes vont devoir... puis on dirait que c'est comme une tendance là, dans les dernières semaines. On dirait que les équipes se sont resserrées défensivement. Il n'y a pas eu énormément de matchs qui sont allés au-dessus. Fait que je vais y aller avec en dessous de 5,5 buts. Évidemment, il y en a eu 2 dans les 3 derniers matchs de la Ligue, mais c'est correct. Toronto a battu Ottawa 4-2 mardi, puis Minnesota a battu Montréal 4-2 dimanche. Ben, à part eux autres, là. Ouais, mais si on regarde depuis le début de l'année, là. Non, mais, mais depuis le début de l'année. Non, mais tu regardes, mettons, New York, Toronto, c'était vraiment serré. Ça a fini 1-0 en overtime. Tu regardes Boston, Ottawa, ça a fini 2-1 en overtime encore. Il y a eu quand même des matchs extrêmement serrés. Mais le retour de Sophie Jakes a vraiment aidé. T'sais, au départ, quand j'ai fait de la prédiction, il y en avait 4 qui ne jouaient pas. Là. Mais Jakes, elle a quand même eu un apport positif avec son équipe à Minnesota. Il y a eu 13 matchs. Il y a eu 13 matchs avec au moins 6 buts de marqués depuis le début de la saison dans la Ligue. 13 sur à peu près 20. C'est ça, je calculais, là, mais là, je me suis mis à parler, j'ai perdu mon compte. Mais pas sur une vingtaine de matchs. C'est à peu près 50 %. C'est à peu près 50-50. Mais plus tôt, là, je me souviens d'un autre podcast qui nous a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs en haut de 5,5. Il y avait beaucoup de 2-1, 3-1. Hein, parce que je disais plus, puis tu me remettais en question, là. Mais juste... Là, on dit moins, puis là, tu nous remets en question. de toute façon, c'est une chance sur 2. C'est 50-50. Mais t'as raison, Kim, mais juste depuis le 2 janvier, il y en a eu 4. Puis ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a eu 4 dans les 11 derniers matchs. Fait que c'est pour ça que je dis, là, c'est à peu près... Ça veut dire que Pat, lui, il va au-dessus. Ça veut dire que je vais au-dessus, oui, absolument. Il va se marquer plus que 5,5 buts. Moi, là, j'ai flippé un 25 cents, là, puis ça m'a dit d'y aller en dessous, là. Toi, Kim? Moi aussi, c'est en dessous. Toi aussi, c'est en dessous? Bon, parfait, ça, je vais gagner un point sur vous autres. Je vais gagner un point sur vous autres, j'adore ça. Qui va marquer dans le match? Qui va marquer dans le match? Kim? Moi, j'y vais encore avec Britta Curl. Ah, Britta Curl, absolument. Ça a marché pour toi quand tu l'as pris. C'est ça, c'est pour ça. Toi, Anso, de ton côté? Moi, j'ai le goût de sortir des sentiers, là. Là, avec l'incertitude de Laura Stacey, parce que c'était ma joueuse, puis là, elle s'est fait sortir. Je devrais avoir des points quand même pour ça. Mais je vais y aller avec Michaela Grant-Mentis. Eux autres, ils ont quand même bien performé. J'ai hésité entre Alex Labelle puis Claire Dalton, mais je vais y aller avec Grant-Mentis. Vu que c'est contre Minnesota, moi, je vais y aller avec Abby Boreen. Elle connaît un bon début de saison. Elle joue contre son ancienne équipe, encore une fois. Je l'avais pris, elle n'a pas marqué dimanche dernier, donc je la reprends à nouveau cette fois-ci. Qui va remporter le match? Moi, de mon côté, j'y vais avec Montréal. Je pense que Montréal va gagner. C'est un match. C'est le premier à la maison depuis longtemps. Je pense que malgré les blessés, ils vont être, malgré l'absence potentielle de Laura Stacey, ils vont vraiment être motivés. Et puis, je pense que Montréal va gagner. C'est unanime, donc, de notre côté. Dimanche, Montréal-Ottawa. Montréal-Ottawa à Québec. Plus ou moins de 5,5 buts. Anso. Under. En dessous. Under. Ouais. Même 25 cents que tantôt. Moi aussi, même chose. Toi aussi, moi aussi, par contre. Parce que, tu sais, c'est Mashmeyer d'un côté. Ça risque d'être Anne-Renée. J'ai posé cette question-là à Corey Cheverry. Elle divulgue jamais son roster d'avance. Jamais.
Mais j'ai essayé d'y faire une entourlipette. J'ai dit, m'a passé par littéralement Québec pour revenir à Verdun. Puis j'ai demandé, ben là, tu sais, le match à Québec dimanche, Anne-Renée Desbiens, j'imagine, va être devant le filet parce que c'est à Québec. J'imagine qu'elle va être devant le filet. Donc, est-ce que ça serait possible qu'on ait Hélène Chouli devant les buts vendredi? Et la réponse a été, je dévoile pas mon roster d'avance. Mais là, j'ai dit, il fallait que j'essaye. Puis elle a dit, t'as essayé aussi. Mais ça n'a pas marché. Hey, drôle, Corey, là, je veux dire, comment je pourrais dire ça? J'aimerais mieux avoir une meilleure transparence de la part de l'équipe. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si je m'entendais pas bien avec Corey Chevary. C'est pas l'impression que je veux donner. Mais des fois, on n'a juste pas de réponse. Puis c'est fâchant des fois, tu sais. Fait que, au final, j'y vais quand même avec moins de 5,5 parce que, on pourrait avoir un duel MASH contre Anne-Renée. Et si c'est ça, ça se peut là, qu'on ait vraiment pas beaucoup de buts qui se marquent. C'est ce que je pense. Donc. Je pense qu'ils vont quand même mettre là, Anne-Renée, tu sais, probablement tout son village vont venir. Là. Oui, c'est pour ça. Mais est-ce qu'elle va gauler en plus vendredi au retour de l'équipe à Laval? 2 matchs en 3 soirs, c'est pas comme un back-to-back, c'est un peu moins pire. Mais bon, on ne sait pas encore. Surtout l'importance du match contre Minnesota. Je me dis, t'envoies ta gardienne numéro 1. Mais bon, on verra. On avait perdu Kim temporairement. Kim, de ton côté, plus ou moins de 5,5 buts? Moi, j'ai dit moins. Moins, OK. Puis Anso aussi, moins, hein? Ouais, on est encore pareil. Là. Donc, on est unanime là-dessus. Qui va marquer dans le match? J'ai pris le choix à Anso, moi, pour Minnesota. Moi, je le vois contre Ottawa. Grant Mentis va marquer dans le match. Une ancienne d'Ottawa. Ben oui, exactement. De ton côté, Kim? Moi, j'y vais avec Pou parce que j'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris ta joueuse, Anso? Ben oui! Ben, je savais pas, moi. On peut avoir la même joueuse, là. Mais j'ai lu qu'elle va avoir beaucoup de familles et d'amis au match. Une affaire de genre 150 billets vendus pour de ce côté-là. Fait que j'ai l'impression qu'elle va shiner sur la glace de Québec. Pou Desbiens puis Dubois vont avoir du monde au pied carré, des partisans au pied carré sur place, ça c'est sûr et certain. Et c'est ton choix aussi, Anso, j'en comprends? C'est mon choix. Tu veux pas y aller avec un choix en dehors de la boîte puis prendre Manon McMahon qui a marqué 2 buts contre Toronto pour Ottawa cette semaine, non? Je la laisse. En fait, Poulain, je ne l'ai jamais choisi. J'essaie d'aller à l'extérieur des personnes qui sont des... tu dis, elle compte jamais, là, elle fait pas bien avec Montréal, garde-la, elle va compter. Qui va remporter ce match-là? Moi, j'ai pris Montréal. Moi aussi, c'est sûr. Moi aussi, oui. Si on commence à la maison, là. C'est l'énergie de la foule. Je pense que l'énergie de la foule va les aider, là. Donc, ça pourrait être une belle fin de semaine pour la victoire. Et on termine tout ça avec un match mardi. Ottawa contre Minnesota à Minnesota. Plus ou moins de 5,5 buts. Vas-y donc, Pat. Moi, je vais avec moins. Encore une fois, parce que c'est Ottawa. Donc, il y a des bonnes chances que ce soit match qui soit dans les filets. Parce que c'est surtout elle qui garde les buts cette saison pour son équipe. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va se marquer moins de 5,5 buts. Moi aussi. J'y vais avec la famille. Ils m'ont même 25 cents, mais j'ai pris en dessous pour les 3 matchs. Bon. Qui va marquer ton 25 cents? T'as-tu dit qu'il était pour marquer, Anso, ou non? Oui, mon 25 cents m'a dit que c'était Kendall Coyne Schofield qui allait compter. Oh, c'est bon, ça. OK. Toi, Kim, de ton côté? Moi, j'y vais encore avec Curl. Elle me fait gagner. Je continue avec elle. Bon, on va voir si ça va continuer ta chance. Moi, j'y vais avec Taylor Icy, qui connaît une bonne saison. Peut-être un petit peu moins de buts de son côté. Là. Je pense qu'elle a 2 buts, ça passe. Elle va être due pour en marquer 1. Qui va gagner le match? Faudrait avoir des points. Tu sais, parce que si on prend quelqu'un qui marque tout le temps, les probabilités qu'elle marque sont plus élevées. Tu sais, des fois, il faudrait essayer de se challenger. Comme une cote. Comme une cote. Faudrait avoir de quoi. Là. La fille de gage-tu qui ressort. Il y en a qui valent plus cher que d'autres. Non, mais c'est vrai pareil. Une fille de gage-tu, tu peux pas sortir gage-tu de la fille. Pensons à ça. Je vais penser à ça pour la prochaine fois. Je vais penser à ça.
Qui va gagner le match? Moi, j'ai dit, moi, je prends Minnesota. Je pense que le Frost va gagner. C'est sûr. En plus, avec la situation précaire d'Ottawa, on ne sait pas, ils vont peut-être finir le match avec 9 attaquants. C'est vrai. Donc, si vous voulez jouer au jeu, vous pouvez également nous envoyer vos prédictions sur nos réseaux sociaux. On termine avec le hockey universitaire parce que ça a repris dimanche dernier. Le RSEQ a repris ses activités. Bishops, je m'excuse Anso, mais ton alma mater, comment est-ce qu'on dit ça déjà? Ton ancienne université. Non, ton ancienne université. C'est quoi l'expression latine, là? Ancienne université, Pat, qu'on dit. C'est alma mater. J'avais raison. Alma mater. C'est ton ancienne université. Ben voyons. Là, vous m'avez fait douter parce que vous réagissiez pas. Alma mater, qui est l'université de McGill, bien sûr. McGill, ça n'a pas bien été. Ils se sont fait planter 9-2 contre Bishop. C'est Maud Pépin, entre autres, qui a marqué 3 buts. Mais parallèlement à ça, c'est les universiades. Tournoi qu'on a parlé déjà parce que, toutes les deux, vous y aviez, vous avez déjà participé à ce tournoi-là. C'est en Italie, à Turin. Et présentement, le Canada a remporté ses 3 premiers matchs et, my gosh, il y a eu des massacres là-dedans. Je ne sais pas si vous avez vu les scores. Ouais. Le Canada a battu la Taïwan 16-0 et la Grande-Bretagne 14-0. Oui, mais on s'entend, Taïwan, c'est pas nécessairement... Quand tu penses Taïwan, tu penses pas hockey, là, sur glace. 100% d'accord avec toi. Mais c'est quand même des gros scores. Je veux y revenir parce que j'ai une question là-dessus pour fermer l'émission de cette semaine, mais je veux quand même souligner qu'Émilie Lucier de Concordia est rendue à 6 buts, 4 passes, 10 points en 3 matchs. Mais encore plus impressionnant, elle a lancé 35 fois en 3 matchs. Ça, c'est une moyenne de plus de 10 lancés par match. C'est quand même assez exceptionnel. C'est la deuxième, malgré ses 10 points, c'est la deuxième pointeuse de son équipe, mais son trio avec Herford et l'autre québécoise à Concordia, Émilie Lavoie, qui est assistante capitaine d'ailleurs, qui est l'adjointe à la capitaine, la seule québécoise qui a une lettre là, sur son chandail. Leur trio, là, Lavoie a 6 points, Herford en a 11, puis Lucier 10. Donc c'est un gros trio. De ce côté-là. Sinon, dans les autres Québécoises, tu as Gabriel Santerre qui a 2 buts, 1 passe et 3 points. Et puis, tu as Alexandra Anne Boyer qui a 1 but, 1 passe, 2 points. Donc, je vais revenir sur les parce que 16-0, 14-0. Écoute, il y a un match, là, je pense qu'ils ont eu 89 tirs contre 4, je pense. J'ai pas la stat exacte, là, mais c'est incroyable. Nous aussi, tu te rappelles, Anso, dans notre temps, là, c'était des gros. C'est ça, j'allais vous demander. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des matchs comme ça? Comment est-ce qu'on gère ce genre de match-là? Parce que c'est à sens unique, ça n'a aucun sens, là. Mais tu sais, c'est rendu un certain on arrête de célébrer après le combienième, là? Ça dépend à combien vite tu fais le premier but, là. Ça prend une période après 4 buts, t'arrêtes, là, mais si ça prend 4 minutes puis c'est déjà 4-0. Mais c'est-tu plus difficile au niveau de l'énergie, au niveau, tu sais, je veux dire, t'es rendu, là, tu mènes 8-0, là. Je veux dire, c'est pas vrai que t'as le même désir puis tu manges pas les bandes de la même façon qu'un match de finale avec un score de 2-1, là. Non, c'est sûr que non. Mais tu sais, ce qui pourrait être intéressant, nous autres, c'est de dire, OK, regarde, toi, t'as marqué, toi, t'as marqué, toi, t'as marqué. Qui n'a pas encore marqué? Essayons de les faire marquer, tu sais, pour justement que tout le monde va chercher un certain degré, je vais dire, d'excitation pour... Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça se peut que ça soit le 16e but. Puis crime, la fille, c'est son premier, fait qu'elle va célébrer. L'autre côté, ils disent, voyons donc, ils sont bien bêtes, mais ça fait 3 games qu'elle n'est pas capable de compter, puis là, elle vient de marquer. Fait que, tu sais, à l'interne, de se créer peut-être cette... je ne veux pas dire cette compétition-là, mais de se dire comment on est capable d'aller chercher que tout le monde compte au moins un but. C'est sûr, si tu as un filet désert puis tu as déjà marqué, oui, tu vas y aller, mais peut-être de jouer différemment puis de plus distribuer la rondelle au lieu de prendre un lancer puis que la fille est de l'autre bord, de tenter des jeux qui sont différents. Mais c'est sûr que, par respect aussi pour l'autre équipe, tu sais, Mané, 89 lancés, ça n'a pas de bon sens, pauvre gardien. Non, puis à l'inverse, la gardienne qui reçoit juste 4 lancés dans un match,
Hey, elle doit-tu trouver le temps long? Ouais. Mais tu sais, moi, je me souviens, les 2 années que j'étais allée, tu vas là un peu pour l'expérience globale, là, tu sais. Côté hockey, malheureusement, tu sais, même quand on joue contre les Américaines, c'est pas la meilleure division qui est là-bas. Tu sais, des fois, je trouve ça un peu insultant. Je suis comme, pourquoi on peut pas compétitionner Canada et États-Unis? Mais là, on finit par jouer contre, tu sais, la plus petite division, puis malheureusement, ben, on gagne quand même par un bon pointage, là. C'est pas des matchs serrés. Mais de mémoire, il y a une année que le Canada n'a pas gagné l'or. Je pense que c'était en Russie ou en affaire de même, là. Ouais? Ouais. Il est arrivé de quoi un match là, qu'ils ont perdu, puis ça les a enlevé l'opportunité d'aller pour la finale, là, pour l'or, en fait. Mais sinon, tu sais, de mémoire, le Canada a souvent remporté l'or à ces jeux-là, là. Mais c'est ça. Tu y vas pour l'expérience, tu sais, de vie, de dire que tu vis un mini-olympique, tu vas encourager d'autres sports, tu le fais pour être avec les filles de l'équipe, puis tu vis au maximum l'expérience, mais tu vas pas sortir de là. On s'entend que la rivalité entre les universitaires est plus féroce que là-bas, là, malheureusement. Ouais, puis tu sais, ça n'a pas tout été des matchs comme ça, là. Genre, ils ont battu la Slovaquie 6-2. Si ma mémoire est fidèle. Oui, c'est ça, 6-2. Donc, tu sais, c'est pas tous des matchs de 14-0, mais tu sais, c'est quand même pas proche. Et là, ben, on joue, le Canada joue dans son match demi-finale. En fait, c'est des playoffs de demi-finale, là. Mais bon, il joue contre le Japon. Tu sais, samedi. Fait que j'ai comme pas l'impression que ça va être un match serré non plus contre le Japon. Fait que, tu sais, t'as raison, là, c'est l'expérience. Puis bon, médaille d'or, j'imagine et tout, mais je voulais juste vous entendre là-dessus sur des matchs là, avec des scores si élevés, comment ça se passe. Parce que, ben oui, ça booste des statistiques, puis c'est bien le fun, mais tu sais, on est loin d'un classique Canada-États-Unis aux Olympiques aussi, là, tu sais. Oh non, c'est différent. Puis, en dessous, tu te souviens-tu, il y a une année, là, je me suis, l'année qu'on était allés ensemble, là, mais je me souviens plus c'était contre quelle équipe, mais il fallait que les 5 filles sur la glace touchent la rondelle avant de prendre un lancer parce que c'était une niaiserie, là. Genre, je me souviens plus c'était quoi le pointage, mais c'était ridicule. Fait qu'on était comme, OK, ben là, faut que les 5 filles aient touché la rondelle avant de prendre un lancer au filet, tu sais. Même maintenant, on était comme, on change gardienne de bord, tu sais, au moins notre gardienne va avoir une coupe de lancer, mais c'est ça, c'est un peu plate pour le côté compétitif, malheureusement. Il y a beaucoup de pays qui participent qui sont même pas aux Olympiques. C'est normal, là, fait que c'est ça. Ben non, absolument, tu sais, puis t'as raison en plus. Tu parlais des Américaines, là. Les Américaines sont même pas dans les demi-finales. Ils ont perdu contre le Japon, puis ils ont perdu... Les Américaines ont perdu contre le Japon. T'imagines quelle équipe qui envoie là? Puis ils ont perdu également contre la Tchéquie. Quand même, hein? En fait, Anso, je me souviens, l'équipe, c'était la Turquie. Parce que vu que c'était là-bas, les jeux, il y avait du monde qui avait commencé à jouer au hockey cette année-là, tu sais. Wow! Mais ça me sert à patiner. Eh bien, on va quand même espérer, là, une médaille d'or là, du côté canadien, bien évidemment. Là, la finale, dans le fond, le match de médaille d'or, c'est lundi prochain, le 20 janvier. Fait qu'on va vous en reparler lors de notre prochain épisode. Merci encore une fois, les filles. Ça a été super le fun de faire ça avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute. Au nom d'Anne-Sophie Betté et de Kim Deschaines, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.